Coucou tout le monde. Donc comme je l'avais annoncé sur Instagram, j'ai décidé de parler de quelque chose de très privé mais très important je pense. C'est par rapport au TDI. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je parle de TDI, le trouble dissociatif de l'identité, car j'en suis atteinte. C'est un trouble qui fait avoir plusieurs personnalités, plusieurs alters comme on les appelle, suite à des traumatismes graves et répétés vécus dans l'enfance. Une chose dont la plupart des gens ne parlent pas parce que c'est quelque chose de très privé et difficile à expliquer, c'est les traumas. Quels sont les traumas qui peuvent faire apparaître des nouveaux alters, parce que au fil du temps, quand on n'est plus un enfant, quand on est un adolescent, quand on est un adulte, les personnes qui ont le TDI, si elles revivent des traumatismes, leur cerveau comme mécanisme de défense va créer des alters. Les traumatismes, c'est la partie en général dont personne ne parle parce que c'est quelque chose de très privé et parce qu'on n'a pas forcément à vous le dire. C'est quelque chose de privé et on décide si on doit le vous le dire ou pas. Mais j'ai décidé d'en faire une vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un traumatisme en particulier qui m'est arrivé et qui a créé une nouvelle altère dans notre système. C'est un traumatisme dont je peux parler parce que c'est quelque chose qui concerne mon copain et moi. Et il sait très bien que je vais en parler, j'ai son autorisation, il n'y a aucun problème là-dessus. Et je sais que je peux en parler parce qu'avec ma psy, on commence à travailler sur ce traumatisme-là et on arrive petit à petit à prendre contact avec cette nouvelle altère. Je voulais donc faire cette vidéo-là pour vous expliquer comment ça se passe quand un nouvel altère est créé. Quel est le processus d'intégration, le processus pour comprendre déjà qu'on a un nouvel alter et que ce qu'il vient de se passer c'est quelque chose de traumatisant. C'est important pour aider les systèmes qui pourraient me regarder et qui ont le TDI, tout simplement pour les autres personnes qui n'ont pas le TDI mais qui aimeraient comprendre comment ça fonctionne, l'arrivée du nouvel alter. Donc je vais faire d'abord une première partie pour vous expliquer le contexte de ce traumatisme, qu'est-ce qu'il s'est passé, puis la création de cet alter. Et en fin de vidéo, je vais faire une FAQ que j'avais lancée sur Instagram il y a quelques jours pour répondre à toutes vos questions concernant le fait d'avoir un nouvel alter dans son système. Et je vais, avant de commencer à parler, faire un trigger warning. Il y aura des mentions de suicide, de troubles alimentaires, d'automutilation, donc si c'est des sujets auxquels vous êtes sensible, ne regardez pas cette vidéo. Comme je le disais au début, cette histoire concerne mon copain et moi. Il faut savoir que mon copain et moi on s'est rencontrés en 2019, en printemps 2019. Et les années 2018-2019 ont été les pires années de toute ma vie. Les années les plus sombres de ma vie, et j'en ferai d'ailleurs une vidéo un jour pour vous expliquer pourquoi ça a été les pires. Mais ça a été des années où il s'est passé beaucoup de traumatismes et de choses graves pour nous. J'ai commencé à aller mieux en printemps, pile à la période où j'ai rencontré mon copain qui s'appelle Guilhem. Et à partir de ce moment-là, je suis allée beaucoup mieux, et lui aussi. Il avait passé beaucoup de choses difficiles et il allait beaucoup mieux. Et en étant ensemble, on a été très heureux, on a goûté au bonheur pour la première fois depuis très longtemps, si ce n'est pour la première fois tout court. Donc c'était génial. Sauf que l'été a avancé et c'était un merveilleux été, un des plus beaux de ma vie. Mais après l'été, il y a la rentrée et il faut savoir que toute l'année de 2019, j'étais plus à la fac parce que, comme je l'avais déjà expliqué il me semble dans une autre vidéo, j'avais été arrêtée en début d'année à cause de mes troubles mentaux qui devenaient beaucoup trop sévères et dangereux pour ma santé. À la rentrée du coup, j'ai voulu retenter une année de fac parce que je me sentais beaucoup mieux. Je me suis dit qu'est-ce qui peut arriver de mal, après tout va bien se passer, j'ai mon copain et ça va être génial. Donc je suis retournée à la fac, mon copain est allé au lycée parce qu'il était encore au lycée à ce moment-là. Moi je faisais ma première année de fac et tout ne s'est pas passé très bien. Mon copain a eu des énormes problèmes de crise d'angoisse, de phobie scolaire en fait, et il a d'abord été mis au CNED, donc il n'a plus été à son école, il a été mis au CNED, mais il est tombé dans une dépression très sévère et il ne pouvait même plus suivre le CNED, donc au final il a été déscolarisé. Moi de mon côté c'était assez difficile parce que je devais gérer ma santé mentale qui n'allait pas, parce que retourner à la fac c'était un environnement très triggering, que l'année d'avant j'y étais allée et ça s'était très mal passé, c'était un environnement qui m'effrayait beaucoup, je faisais des crises d'angoisse tous les jours. Il faut savoir aussi que j'ai une phobie scolaire depuis des années et des énormes angoisses depuis que je suis toute petite par rapport au fait d'aller à l'école, donc ça ne s'est pas bien passé. En général dans les périodes difficiles, le TDI devient beaucoup plus incontrôlable et difficile à vivre, et c'est le cas. Pour nous, les automnes-hivers, c'est toujours les périodes les plus difficiles mentalement, surtout les hivers. Et du coup, j'avais beaucoup de crises d'angoisse, comme je le disais. J'ai relapse dans beaucoup de choses, dont l'automutilation, les troubles alimentaires. Et ça a été très compliqué. À côté de ça, les switches étaient incontrôlables, c'était insupportable. Les bulles affrontaient tout le temps, c'est-à-dire que je partais le matin pour aller à l'école. Et quand je revenais, c'était l'après-midi et je me rendais compte qu'on n'était pas à l'école alors qu'on était censé y être et que des alters avaient fait n'importe quoi en frontant, donc
Voilà, c'était très compliqué d'avoir une éducation. Ça peut être très compliqué quand on ne va pas bien et qu'on a le TDI d'avoir une éducation, c'est sportif. Mais bref, on a tenu jusqu'à Noël. Mon copain faisait des crises d'angoisse tous les jours, pendant plusieurs heures par jour, des crises très violentes. Je ne rentrerai pas dans le détail de ces crises, mais c'était vraiment des crises très violentes et choquantes. Et je devais l'aider évidemment dans tout ça, ce qui est normal et je ne regretterai jamais de pouvoir l'aider, ça n'a jamais été un boulet. C'était mon rôle d'être là pour lui de cette manière. C'était quand même difficile à gérer mentalement, entre mes problèmes, les siens et la fac et tout ça, c'était compliqué. Ensuite il y a eu la Saint-Valentin qui était le plus beau jour de ma vie. C'était une journée géniale qui nous a fait beaucoup de bien. Et le lendemain de la Saint-Valentin qui était une des pires journées de ma vie. Le lendemain de la Saint-Valentin on était chez lui le soir et il n'allait vraiment pas bien. On n'avait pas passé une très bonne journée, c'était vraiment une sale journée. Ça n'allait pas, il était en dépression depuis des mois du coup comme je vous le disais. Et je suis allée dans le salon, passer quelques minutes avec sa maman. Et à ce moment-là, j'ai entendu son frère m'appeler en criant. Et quand je suis allée le voir, il était dans sa chambre et il était inconscient. Il venait de faire une overdose de Xanax. Évidemment c'était un événement qui était très choquant. Il avait pris en fait une plaquette entière ou je sais pas combien de Xanax et en quelques minutes il était tombé. Et il était inconscient et on a appelé les ambulances, je l'ai pris dans mes bras. Il était par terre et en fait il arrêtait pas de tomber dans l'inconscience, de se réveiller, tomber dans l'inconscience, se réveiller. Et chaque fois qu'il se réveillait il pleurait, il disait qu'il voulait mourir, il me demandait si je l'aimais parce que pendant très longtemps il a pensé que je l'aimais pas ou qu'il méritait pas que je l'aime en fait. Je l'ai porté jusque sur son lit, je l'ai allongé sur moi et même si j'étais dévastée, j'étais totalement calme, tout allait bien, mon rythme cardiaque était normal, je respirais calmement, je lui parlais etc. parce que je sentais qu'il avait besoin de ça, il n'avait pas besoin de me sentir paniquée parce que tout le monde autour était déjà assez paniqué comme ça et c'était mon rôle de le faire aller bien, c'était à moi de le prendre dans mes bras et de le rassurer jusqu'à que les ambulanciers arrivent. Mais j'ai senti à ce moment-là que quelque chose ne se passait pas du tout comme prévu de l'intérieur. Donc les ambulanciers sont arrivés, il avait arrêté de respirer donc je pense que le moment où j'ai vraiment perdu la tête c'est quand je me suis dit que l'amour de ma vie était mort dans mes bras. Donc, quand les ambulanciers sont arrivés dans sa chambre, je me rappelle m'être tournée vers la fenêtre, il faisait nuit, il faisait froid et j'ai senti à ce moment-là la présence de quelque chose que je ne reconnaissais pas. J'ai senti en fait que c'était un nouvel alter, mais pour le coup je l'ai pas du tout interprété comme ça. C'est seulement des mois et des mois après que je me suis rendu compte que c'était une nouvelle alter qui avait été créée par cet événement. Donc on allait à l'hôpital, je l'ai accompagné dans l'ambulance. J'ai senti que je dissociais énormément à partir du moment où j'étais plus en charge de lui. J'ai fait une crise d'angoisse évidemment. Je suis restée toute la nuit avec lui et quand j'étais dans l'hôpital j'ai senti que je n'étais pas du tout moi-même mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi et c'était en fait cet alter là. Et donc bref, cet événement est passé, l'hiver est passé, le printemps est passé, il y a eu le Covid entre temps et ensuite on s'est retrouvés en été. Et cet été on est parti en vacances, on est parti, je sais plus où on est parti, dans les Vosges je crois. Et on était en train de se baigner dans un lac et il s'est redéboîté l'épaule. Il faut savoir qu'il s'était déjà déboîté l'épaule une première fois en hiver, donc l'hiver même où il a fait sa tentative. Et donc cette fois-là il nous avait dit que s'il se redéboîtait l'épaule il devrait aller à l'hôpital et se faire opérer. Donc on a dû appeler sur la plage du lac les ambulanciers, sauf qu'avec le Covid je ne pouvais pas monter dans l'ambulance avec lui, je ne pouvais pas rester avec lui et tout ce qu'on a pu faire c'était le suivre en voiture pour le rejoindre dans l'hôpital. Et c'est là où j'ai de nouveau senti la présence de cet alter qui m'a mis en totale panique. J'ai fait une énorme crise d'angoisse, je pleurais. En fait j'avais l'impression qu'on m'arrachait Guilhem et j'arrivais plus à comprendre s'il avait refait une tentative de suicide ou si c'était juste redéboîter l'épaule. Parce que mon cerveau associait l'ambulance, l'urgence ou l'hôpital à sa mort. Et ça m'a mis dans un sale état vraiment.
Quand on était dans la voiture pour suivre l'ambulance, j'ai senti que j'étais en confronte avec cet alter-là que je ne connaissais pas. C'était très perturbant. C'est à l'hôpital que cet alter-là affronte totalement. Du coup, je sais à présent que un des triggers pour cet alter-là, c'est les hôpitaux, les ambulances et ce genre de choses. Donc cet alter a été créé suite à la tentative de suicide de mon copain pour que je puisse gérer ce traumatisme-là. C'est-à-dire qu'en mécanisme de défense, en mécanisme de survie, mon cerveau a décidé de créer un autre alter pour gérer ce traumatisme en particulier, pour que je n'ai pas à le faire moi, que les autres alters n'aient pas à le faire eux puisqu'ils gèrent déjà d'autres choses. Et voilà comment ça se passe, la création d'un nouvel alter. Donc ça fait des mois que cet alter a été créé et pourtant je ne sais quasiment rien sur elle, je sais juste que c'est une fille. Je vais vous expliquer dans les FAQ où elle se trouve dans notre Inner World parce qu'on sait maintenant où elle se trouve, c'est son âge environ, on sait son nom, mais c'est tout ce qu'on sait sur elle. Et pour nous, le plus simple c'est de passer par Ciel. Si vous n'avez pas vu sa vidéo, elle a fait une vidéo présentation sur notre chaîne qui vous a d'ailleurs beaucoup plu. C'est une des vidéos qui a fait le plus de vues d'ailleurs. Elle permet la communication interne avec tous les autres alters, c'est beaucoup plus simple pour du coup communiquer avec des nouveaux alters. Et c'est elle qui a essayé de faire le pont entre elle, la nouvelle alter et moi. Évidemment j'en ai parlé à ma psy, on est en train de travailler sur ce traumatisme là qui est un traumatisme très compliqué pour moi. Chaque fois que j'en parle j'en pleure, la preuve aujourd'hui. D'ailleurs à la dernière séance de psy j'ai vraiment éclaté en sanglots en parlant, c'était très compliqué. Et c'est de là d'où débouchent beaucoup de choses parce que j'ai une énorme peur de l'abandon. Comme beaucoup de gens qui ont le TDI, le trouble borderline, peu importe. La plupart des enfants qui grandissent ayant le TDI ont été complètement abandonnés dans leur enfance, maltraités, agressée, que ce soit sexuellement, verbalement, psychologiquement. Donc j'ai une évidente peur de l'abandon qui est très difficile à gérer et mon cerveau l'a tout simplement accueilli comme ça, cette tentative de suicide, parce que j'allais perdre la personne qui m'avait sauvé la vie. D'ailleurs ne vous inquiétez pas, mon copain va beaucoup mieux par rapport à l'année dernière, donc c'est super, il m'a fait plus de crise d'angoisse, il va bien, même si de temps en temps il est encore parfois pas très bien, c'est normal, ça prend du temps de guérir de tout ça, mais ça va. Il a maintenant des amis super, alors qu'avant il avait des amis, une bande d'amis qui ont été très toxiques pour lui, très toxiques pour moi, qui ont répandu des rumeurs sur nous, vraiment des personnes assez détestables, donc certaines plus que d'autres évidemment, certains qui étaient les initiateurs, d'autres qui étaient juste des suiveurs. Et bref, il a été abandonné à cette période-là par tout le monde. Et donc voilà, et on s'est énormément rapproché de ma meilleure amie actuelle à cette période-là et elle nous a vraiment sauvés, elle aussi. Elle a vraiment été très importante à cette période-là de l'année. On la voyait chaque semaine, plein de fois par semaine, c'était très important. Et encore une fois, j'en ai déjà parlé, mais c'est grâce à elle qu'on en sait autant sur mon système. C'est grâce à elle qu'on va beaucoup mieux, mon copain et moi, donc voilà. Donc ça fait beaucoup de choses à raconter. Là je vais passer à la partie FAQ, comme ça je vais pouvoir répondre aux questions que vous m'avez posées sur tout ça parce que vous en aviez eu beaucoup. C'est vrai que c'est un sujet assez vaste et important et dont très peu de personnes parlent, donc je vais commencer tout de suite. J'ai pris mon fidèle carnet pour les questions, du coup je vais répondre tout de suite. Première question, est-ce que l'intégration au système est difficile? Alors comme j'en ai un petit peu parlé juste avant, oui, c'est en général vraiment difficile. C'est difficile de communiquer avec des alters, surtout quand ils arrivent avec leur traumatisme, ça peut être très compliqué. Très souvent ils sont un peu bloqués dans l'Inner World et revivent en boucle le traumatisme jusqu'à qu'on vienne les aider. C'est en tout cas comme ça que ça s'est passé pour cet alter là. On pense qu'elle est encore bloquée dans ce cercle vicieux de ce traumatisme et qu'elle le revit en boucle en fait. Donc oui, l'intégration au système elle est compliquée en général. Deuxième question, où habite l'alter là dans l'Inner World? Comme je disais tout à l'heure, un des triggers énormes de cet alter là c'est les hôpitaux, le suicide, etc. Et donc on a découvert que dans notre Inner World maintenant il y avait un hôpital. Je sais pas si cet hôpital là était déjà là avant, on a l'impression que oui, par certains éléments que j'ai d'il y a plusieurs années maintenant, je pense de quand j'étais au collège, début lycée, d'un hôpital qui revenait très souvent dans nos rêves liés à l'Inner World avec d'autres alters, etc. D'ailleurs je ferai une vidéo sur les rêves et les alters, c'est très important parce qu'on peut communiquer entre alters à travers les rêves. Mais bref, du coup cet alter là se trouve dans l'hôpital, dans la forêt de notre Inner World. C'est un hôpital assez isolé, complètement désaffectée, il n'y a personne à part elle dedans, en tout cas on pense qu'il n'y a personne à part elle dedans, mais encore une fois c'est pas sûr. Et si elle a réussi à atteindre cet hôpital là, du coup elle la voit un peu errer dans les couloirs comme une sorte de fantôme et elle a l'air de pleurer, de revivre en boucle ce qui se passe exactement dans l'état dans lequel j'étais à l'hôpital. Troisième question, quels sont ses triggers positifs et négatifs? Donc pour les triggers positifs je ne sais pas parce qu'on ne la connaît pas, mais pour les triggers négatifs pour l'instant ceux qu'on connaît ce sont les hôpitaux, les tentatives de suicide, les ambulances, tout ce genre de choses.
Quatrième question, est-ce qu'elle switch souvent? Je dirais pas qu'elle switch souvent, non. Elle a déjà switch quand on s'est approché d'hôpitaux, qu'on y est allé, ça comme je vous l'ai dit. Mon copain s'est fait opérer du coup en septembre pour son épaule et je l'avais accompagnée à l'hôpital et à ce moment-là, il y a un moment où elle affronte, évidemment. Je sais aussi qu'elle était beaucoup plus proche du front et quasiment en co-front avec moi, je pense, quand une fois j'ai appelé ma meilleure amie pour lui parler de tout ça. Du coup ben voilà, mais en général elles ne font pas très souvent et c'est souvent le cas quand les haltères viennent d'arriver, qui sont encore bloqués dans le World et qui n'ont pas eu de réelle aide ou d'intégration au système. Mais voilà, c'est trop beau, il y a la pleine lune, je vais essayer de vous montrer. Il y a la pleine lune, c'est trop beau. Mais du coup il fait super sombre, l'éclairage il est vraiment nul. Oh, c'est mon bébé, voilà, c'est mon copain qui me l'a acheté pour Noël. Je suis trop contente. D'ailleurs j'ai trop de trucs à vous montrer par rapport à Noël. J'ai trop envie de vous faire, oui je viens de m'accouder sur sa tête, j'ai envie de vous faire une vidéo pour vous montrer mon nouveau setup et mon nouveau téléphone que je vais bientôt avoir, que la mère de mon copain m'a acheté. C'est adorable et c'est mon téléphone de rêve, il faut le savoir. J'ai trop hâte de vous le montrer, comment je le customise, etc. Et les applis qu'on utilise et tout. Peut-être que tout le monde s'en fout mais j'ai vraiment envie de le faire donc je le ferai. Je prends les questions. Alors 5. Quand tu entends les voix des haltères dans ta tête, est-ce qu'ils ont chacun des voix différentes? Et oui, chacun des haltères a sa propre voix et c'est comme ça que j'arrive à les différencier. Ruby a sa voix, Violette a sa voix, Snake a sa voix. Voilà, chacun sa voix et c'est important je pense, c'est plutôt pratique en fait pour reconnaître les différents haltères. 6. Comment se passe la communication avec cette haltère? Comme je le disais, c'est assez compliqué, on n'arrive pas à communiquer avec elle, à part celle qui arrive à la voir, à un petit peu l'entendre et qui a réussi un petit peu à communiquer avec elle, mais c'est très compliqué pour le moment. L'haltère est-il désorienté, confus ou tout est clair dès le début? Donc non, en général tout n'est pas clair dès le début, au contraire l'haltère est très désorienté, revit en général les traumatismes qu'il a vécu, donc non. Comment se sent le système quand un nouvel haltère naît? En général ça crée beaucoup de changements. Beaucoup d'adaptations, les haltères peuvent être beaucoup perturbés, ça peut changer le rythme de front, le rythme de switch, etc. Donc voilà, l'arrivée d'un haltère c'est toujours assez complexe et plein de changements. Est-ce que le type d'haltère se crée en fonction du trauma ou de tes besoins dans le système? La plupart du temps oui, en général c'est comme ça que ça fonctionne. Après évidemment il y a des haltères qui ne vont pas du tout aider au traumatisme mais qui vont être une représentation de ce traumatisme là mais de manière négative. Par exemple il y a des haltères introjects qui vont représenter les abuseurs et pas aider pour le traumatisme que les abuseurs ont créé et ça peut être très compliqué de vivre 24 heures sur 24 avec la personne qui nous a créé notre traumatisme dans notre tête. Après on m'a aussi beaucoup dit ah mais c'est génial, du coup à chaque traumatisme t'as un haltère qui va être là pour sauver la situation et guérir de ce traumatisme. Mais non, en général l'haltère là est créé juste suite au traumatisme là. Il peut avoir une certaine aide par rapport à tout ça. Mais par exemple Ruby qui a été créée à partir de certains traumatismes, elle est trauma holder, donc c'est pas un rôle super cool et c'est un rôle qui est très difficile à vivre parce que ces haltères là en général ne vont pas bien, parce qu'ils revivent ce genre de traumatisme en boucle, ils portent le poids de tous ces traumatismes là et c'est très compliqué d'aller mieux pour ces haltères. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Peut-on avoir un nombre infini d'haltères? Techniquement, oui, on peut avoir un nombre infini d'haltères. Il y a des systèmes qui ont des centaines d'haltères. En général, ces systèmes-là, en fait, n'ont pas réellement des centaines d'haltères. Ce sont des fragments. Ils sont là pour un souvenir, une chose en particulier et n'ont pas une personnalité aussi développée que des haltères à proprement parler le sont. Est-ce qu'il y a des sortes de réunions de présentation pour les nouveaux haltères? Alors ça serait super cool et trop mimi, mais non, voilà, ça marche pas comme ça, c'est beaucoup plus complexe. C'est super cool mais c'est beaucoup plus compliqué parce que l'arrivée d'un haltère c'est quelque chose de très traumatisant parce que cet haltère là vient de vivre quelque chose de grave, difficile, ou en tout cas vient de quelque chose de difficile et grave. Donc c'est pas tout mignon et tout fun, même si encore une fois ce serait trop cool. Donc non, c'est beaucoup plus complexe. Est-ce que certains de tes traumas ne créent pas d'haltères? En général, si ce sont de réels, vrais traumas, difficiles, ça va créer des haltères, mais un traumatisme ne l'est pas forcément chez tout le monde. C'est l'exemple des traumatismes des catastrophes naturelles. Pour une personne qui n'est pas habituée à vivre des séismes, des tremblements de terre, ce genre de choses, ce sera considéré comme un traumatisme pour cette personne-là, ça peut être très difficile à vivre, mais pour des personnes qui vivent dans un endroit comme cela, et qui vivent ce genre de séismes et de catastrophes naturelles, régulièrement, eh bien ce ne sera pas forcément un traumatisme, donc ça dépend de l'individu. Qu'il y a un seuil traumatique à partir duquel se forme un haltère. Encore une fois, comme pour la précédente question, tout n'est pas traumatisme chez tout le monde. Il y a des choses que certaines personnes vont vivre comme un traumatisme et d'autres vivront ça comme juste une expérience désagréable. Après évidemment il faut que ce soit des traumatismes qui soient quand même importants, donc
attention trigger warning pour plein de choses pas cool, mais il faut que ce soit des traumatismes importants, des tentatives de suicide, des viols, des agressions, des... plein de choses comme ça, donc voilà, des choses graves. Et c'est pareil, pour développer le TDI, il faut avoir des traumatismes graves et répétés dans l'enfance. C'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais dans le DSM, c'est bien marqué que ce sont des traumatismes qui sont graves et répétés, pas juste un traumatisme. Donc voilà, la plupart du temps, dans la grande majorité des cas, ce sont l'abandon des parents ou des caregivers et de la violence, maltraitance. Et donc, j'ai répondu à toutes les questions, je crois qu'il y en avait 9. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que ça pourra aider les systèmes qui peuvent avoir de nouveaux alters potentiellement et aidera ceux qui n'ont pas le TDI à comprendre comment ça fonctionne. Je ferai d'ailleurs des vidéos update pour vous parler de comment se passent les thérapies avec cette nouvelle alter et comment on arrive à l'aider. Je vous tiendrai au courant de toute l'avancée de tout ça. Et une chose importante que je n'ai pas dite, c'est son nom. Elle s'appelle Omega. On pense qu'elle s'appelle Omega parce que Ciel, avant, je sais pas si vous avez vu ça dans ma vidéo où je montre notre carnet d'organisation en tant que système, mais Ciel avant s'appelait Omega et elle a voulu changer de prénom parce que ça ne lui plaisait pas. Et je pense que cette nouvelle alter a pris le prénom Omega parce que Ciel est la seule personne qu'elle a vraiment vue et interagi avec. Et donc c'était peut-être sentimental ou quelque chose comme ça l'a peut-être rassurée. Donc cette alter s'appelle Omega. Voilà. Si vous voulez nous soutenir financièrement, il y a une cagnotte en barre d'infos, il y a aussi mon Patreon et ça c'est super cool pour choisir un abonnement et faire partie de notre Discord privé, c'est un des abonnements les moins chers, recevoir des lettres tous les mois de nous et plein d'autres choses encore. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos réseaux. Je voulais encore une fois remercier toutes les personnes qui nous suivent et nous soutiennent chaque jour. Je voulais aussi vous soutenir vous pour les personnes qui vivent ce genre de choses très graves et qui font mal au cœur. J'espère que ça ira pour vous. Si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'envoyer des messages en DM privé sur Instagram. Mais du temps à répondre parce que vous êtes des centaines dans mes DM, mais je réponds à tout le monde. Donc je vous fais plein de bisous et à une prochaine fois.